Vous rappelez-vous de ces codes subtils qui régissaient chaque interaction sociale dans la France d'autrefois, ces règles non écrites que nos grands-parents maîtrisaient parfaitement, transmises de génération en génération comme un patrimoine invisible. Aujourd'hui, ces raffinements de politesse ont complètement disparu de notre quotidien, emportant avec eux toute une élégance française, une certaine idée du savoir-vivre qui faisait la réputation de notre pays dans le monde entier. Nous allons redécouvrir ensemble 15 règles de courtoisie qui ont façonné les interactions sociales françaises des années 50 aux années 90, ces codes de bonne conduite qu'on ne transmet plus, mais qui restent gravés dans la mémoire de ceux qui les ont vécus. Le vouvoiement obligatoire entre époux. Maman s'adressait toujours à papa en disant « vous » devant les enfants. Cette distance respectueuse qui maintenait l'autorité parentale dans les foyers bourgeois. Cette règle d'or des familles traditionnelles établissait une hiérarchie claire. Les parents formaient un bloc uni face aux enfants qui n'avaient pas à connaître l'intimité conjugale. Dans les salons feutrés des appartements haussmanniens, madame demandait à monsieur s'il désirait encore du café avec une politesse qui impressionnait les invités. Les dimanches après-midi, quand toute la famille se rassemblait autour de la table en acajou, cette courtoisie conjugale donnait le ton de respectabilité qui caractérisait les réunions familiales. Les enfants apprenaient ainsi que l'amour ne dispensait jamais du respect, que l'intimité ne justifiait aucune familiarité excessive devant témoins. Les disputes conjugales n'existaient pas publiquement, tout se réglait dans la chambre des accouchés après que les enfants avaient rejoint leur lit. Cette règle s'estompe progressivement dans les années 70 quand l'égalité conjugale transforme les rapports familiaux traditionnels. L'art délicat des présentations protocolaires. Présenter quelqu'un suivait un code précis, immuable, on présentait toujours le plus jeune au plus âgé, l'homme à la dame, le célibataire au couple marié. Ces règles de préséance régissaient chaque rencontre sociale, impossible de se tromper sous peine de commettre un impair qui vous discréditait instantanément. Dans les réceptions bourgeoises des années 60, la maîtresse de maison orchestrait ses présentations avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant sa symphonie. Monsieur et Madame Dupont, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Martin qui travaille au ministère. Cette formulation respectait scrupuleusement l'ordre établi. Les jeunes mariés apprenaient ces subtilités pendant leur voyage de noces, leur belle-mère les initiant au mystère des mondanités parisiennes. Les tareuses erreurs de protocole se payaient, cher socialement. Une présentation bâclée pouvait ruiner une réputation de savoir-vivre construite patiemment. La modernité des années 90 balaye ces complexités, remplacées par des « bonjour tout le monde » désinvoltes qui horrifitent les anciennes générations. Le salut respectueux du couvre-chef masculin. Croiser une dame dans la rue obligeait tout gentleman à soulever légèrement son chapeau. Geste galant qui témoignait d'une éducation raffinée. Cette chorégraphie urbaine transformait les trottoirs parisiens en théâtre permanent de courtoisie. Chaque promenade devenait un ballet de politesse masculine. Les chapeaux melons, les bérets basques, les canotiers d'été se soulevaient dans un mouvement synchronisé quand apparaissait une silhouette féminine respectable. Les pères enseignaient à leurs fils cet art délicat du salut. Il fallait incliner légèrement la tête tout en effleurant le bord du chapeau d'un geste précis. Les boulevards haussmanniens résonnaient de ces échanges silencieux, une civilité urbaine qui rendait la ville plus humaine et chaleureuse. Les femmes répondaient par un sourire discret, un hochement de tête qui remerciait cette attention délicate sans jamais paraître encourager la familiarité. La disparition progressive des chapeaux masculins dans les années 70 emporte avec elle cette tradition de galanterie française séculaire. Les visites dominicales avec carte de visite. Les dimanches après-midi se transformaient en marathon social. Chaque famille bourgeoise recevait ou rendait visite selon un calendrier établi minutieusement. Ces rituels hebdomadaires maintenaient le tissu social des quartiers chics. On ne pouvait décemment ignorer ses voisins de palier ou ses relations professionnelles. La préparation commençait dès le samedi. Madame sortait son service en porcelaine de Limoges, disposait les petits fours sur les plateaux d'argent hérités de sa grand-mère. Les cartes de visite gravées sur papier épais portaient donc simplement le nom de famille. Monsieur et Madame Durand recevront le dimanche de 15 à 18 heures. Le salon se transformait en scène théâtrale, chaque meuble retrouvait sa place assignée, les coussins rebondis accueillaient les invités dans un décor parfaitement orchestré. Les conversations suivaient des sujets convenus, la météo, les vacances prochaines. Jamais de politique ni de religion qui risquait de créer des tensions. Cette sociabilité contrainte mais rassurante disparaît avec l'avènement de la télévision qui retient les familles chez elle. Le silence absolu des enfants à table. Les repas familiaux des années 60 imposaient aux enfants une discipline militaire. On ne parlait que si papa ou maman posait une question directe.
Cette règle d'or transformait les déjeuners dominicaux en leçons de maintien, les petites bouches restaient Dieu close pendant que les adultes échangèrent leurs nouvelles. Autour de la table cirée où trônait le service en faïence de grand-mère, les enfants apprenèrent la patience en écoutant les conversations de leurs aînés. Les regards entendus entre frères et sœurs remplaçaient les mots interdits. Toute une communication gestuelle se développait dans ce silence imposé. Papa découpait le rôti du dimanche avec solennité, maman servait les légumes dans l'ordre d'âge, chacun attendait patiemment son tour sans manifester d'impatience. Les questions sur l'école ou les activités venaient après le fromage, moment ritualisé où les enfants pouvaient enfin s'exprimer sous surveillance bienveillante. Cette éducation du silence forge les caractères, mais s'assouplit dans les années 80 quand la parole enfantine gagne progressivement ses lettres de noblesse. Le salut obligatoire au patron de café. Pousser la porte d'un bistrot parisien imposait de saluer le patron d'un « bonjour monsieur » respectueux, reconnaissance de son autorité sur son territoire commercial. Cette courtoisie élémentaire témoignait d'une époque où les rapports sociaux restaient codifiés, même dans les lieux les plus populaires de la capitale. Le zinc, patiné par des décennies de coudes appuyés, voyait défiler cette procession matinale de clients qui honoraient le rituel de politesse avant de commander leur café. Les habitués connaissaient le prénom du patron, mais l'appelaient toujours Monsieur Henri ou patron, par respect de la hiérarchie commerciale établie. Les nouveaux clients apprenaient rapidement les usages, sous peine de se voir servir avec une froideur qui marquait leur impolitesse flagrante. Cette reconnaissance mutuelle créait une atmosphère chaleureuse. Le café devenait un prolongement du quartier où chacun avait sa place assignée. La modernisation des établissements et l'anonymat urbain croissant effacent progressivement ces politesses de proximité dans les années 90. Se lever devant une dame qui entre, l'arrivée d'une femme dans un salon bourgeois déclenchait automatiquement un ballet masculin. Tous les hommes présents se dressaient simultanément par respect. Ce code de galanterie française impressionnait les invités étrangers, qui découvraient cette chorégraphie de la courtoisie hexagonale dans toute sa splendeur. Dans les fumoirs enfumés où messieurs discutaient affaires après le dîner, l'intrusion féminine transformait instantanément l'atmosphère décontractée en réception protocolaire. Les fauteuils club en cuir craquaient sous le poids des corps masculins qui se redressaient prestement. Cigarettes écrasées précipitamment dans les cendriers en cristal. Cette marque de respect ne souffrait aucune exception. Même le patriarche, nonagénaire, rassemblait ses forces pour honorer la tradition familiale séculaire. Les femmes acceptaient cet hommage avec grâce, conscientes de représenter toutes leurs conditions féminines dans cette reconnaissance sociale ritualisée. L'émancipation féminine des années 70 remet progressivement en question ces marques de déférence jugées paternalistes par les nouvelles générations. L'art subtil du refus poli. Dire non directement constituait une grossièreté impensable. L'art français du refus passait par des euphémismes délicats qui préservaient la face de chacun. Cette diplomatie du quotidien transformait chaque conversation en numéro d'équilibriste verbal. Il fallait décliner sans blesser, refuser sans offenser. Nous verrons, peut-être, il faudrait que j'en parle à mon époux. Ces formules magiques permettaient d'esquiver les demandes embarrassantes sans conflit ouvert. Les salons bourgeoisiens résonnaient de ces refus feutrés, chacun comprenant parfaitement que ces politesses masquaient des fins de non-recevoir définitives. Cette communication indirecte exigeait une finesse d'interprétation que seuls les initiés maîtrisaient, véritable code social réservé aux gens de bonne compagnie. Les malentendus surgissaient parfois quand des provinciaux naïfs prenaient en ces maybe pour des peut-être sincères, source d'incompréhension douloureuse. La brutalité moderne des noms catégoriques choque encore aujourd'hui les derniers gardiens de cette politesse d'autrefois si raffinée. Les remerciements écrits dans les 48 heures, recevoir une invitation à dîner déclenchait automatiquement l'obligation sacrée d'envoyer un mot de remerciement sur papier à lettres dans les 2 jours suivants. Cette règle d'or de la bienséance française ne souffrait aucun retard. Les retardataires s'exposaient à un ostracisme social qui pouvait durer des années. Le petit secrétaire en marqueterie de madame s'ouvrait chaque lundi matin, révélant ses compartiments secrets garnis de cartes gravées aux armes familiales. Chère madame Durand, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour cette délicieuse soirée passée en votre compagnie. Ces formules apprises dès l'enfance coulaient naturellement. L'écriture soignée témoignait du respect porté au destinataire, chaque lettre formée avec application sur le papier vergé qui crissait sous la plume. Les facteurs connaissaient ces rituels épistolaires, ils distribuaient consciencieusement ces enveloppes parfumées qui maintenaient vivant l'art de la correspondance française. L'avènement du téléphone, puis des messages électroniques, balaye définitivement cette élégance écrite qui donnait tant de prix aux relations sociales. Les gants pour les poignées de main féminines. Une dame de la bonne société ne serrait jamais la main sans ses gants de chevreau, protection indispensable qui préservait la délicatesse de sa peau.
Cette coquetterie aristocratique distinguait immédiatement les femmes de qualité de celles qui n'avaient pas reçu l'éducation appropriée au code mondain. Les boutiques d'eau spécialisées du faubourg Saint-Honoré proposaient des gants dans toutes les nuances, assortis au sac à main et aux chaussures dans un ensemble parfaitement coordonné. Les réceptions parisiennes voyaient évoluer ces mains gantées qui effleuraient délicatement les paumes masculines dans un ballet de civilités exquises. Cette barrière textile créait une distance respectueuse, le contact direct restant réservé à l'intimité familiale ou aux relations très privilégiées. Les jeunes filles apprenaient l'art d'enfiler ces secondes peaux en chevreau, geste gracieux qui révélait instantanément leur éducation raffinée. La libération des mœurs des années 60 abandonne progressivement ces raffinements jugés désuets par une génération qui prône l'authenticité des rapports humains. L'interdiction absolue de montrer du doigt. Pointer l'index vers quelqu'un ou quelque chose constituait le summum de la vulgarité. Geste de rustre que l'éducation bourgeoise bannissait absolument. Cette règle élémentaire de savoir-vivre s'enseignait dès le plus jeune âge. Les mains bien élevées ne désignaient qu'avec élégance et discrétion. Les gouvernantes anglaises employées dans les familles parisiennes réprimandaient sévèrement ce réflexe primitif qui trahissait immédiatement les origines populaires. La main tendue avec grâce, la paume légèrement orientée vers l'objet à montrer, voilà comment une personne distinguée dirigeait l'attention sans grossièreté. Cette gestuelle raffinée s'accompagnait d'un vocabulaire choisi. On disait « si vous voulez bien regarder dans cette direction plutôt que là-bas ». Les photographes mondains immortalisaient ces poses élégantes où jamais un index tendu ne venait gâcher la composition aristocratique des portraits de famille. La décontraction contemporaine autorise tous les gestes. Cette ancienne retenue gestuelle paraît aujourd'hui d'un ridicule achevé aux nouvelles générations. L'assiette vidée par respect du travail, laisser de la nourriture dans son assiette insultait gravement la cuisinière et témoignait d'une ingratitude choquante envers le labeur accompli. Cette règle d'or, née des privations de la guerre, perdure dans l'après-guerre. Chaque miette de pain, chaque goutte de sauce mérite considération respectueuse. Les enfants des années 50 apprennent à finir scrupuleusement leurs portions. Papa et maman montrent l'exemple en nettoyant leurs assiettes jusqu'au dernier haricot. Cette éthique alimentaire transforme chaque repas en leçon de morale. On ne gaspille pas quand tant de familles peinent encore à nourrir correctement leur progéniture. Les domestiques apprécient ces marques de considération qui valorisent leur savoir-faire culinaire, reconnaissance tacite de leur contribution au bon fonctionnement de la maisonnée. Cette habitude forge les caractères en rappelant constamment la valeur du travail humain, respect qui se perd progressivement avec l'abondance des 30 glorieuses. Les générations actuelles ne comprennent plus cette déférence envers la nourriture que leurs grands-parents considèrent toujours comme un privilège précieux. La priorité absolue accordée aux aînés. Les personnes âgées placées nous comme toujours en premier dans les files d'attente, les transports publics, les magasins où leur expérience commandait le respect universel. Cette hiérarchie générationnelle structurait toute la société française. L'âge apportait automatiquement des privilèges que personne ne songeait à contester. Dans les omnibus parisiens bondés de l'après-guerre, les jeunes gens se levaient instinctivement pour offrir leur place aux cheveux blancs qui montaient péniblement. Cette déférence s'étendait au commerce de quartier où l'épicier servait prioritairement la clientèle senior, quelle que soit l'heure d'arrivée dans sa boutique. Les grands-mères françaises jouissaient que d'une autorité morale incontestable. Leurs décisions familiales s'imposaient naturellement à toute la descendance respectueuse. Cette révérence envers l'âge créait une société apaisée où chacun connaissait sa place dans l'ordre générationnel qui régulait les rapports sociaux. L'individualisme moderne bouleverse cette harmonie traditionnelle. Les seniors perdent progressivement ces prérogatives que la jeunesse ne leur reconnaît plus spontanément. Le vouvoiement perpétuel avec les commerçants. Entrer chez l'épicier, le boulanger ou le pharmacien imposait un « vous » respectueux qui ne se transformait jamais en tutoiement familier. Cette distance courtoise maintenait la dignité professionnelle des artisans qui méritaient considération égale aux bourgeois qu'ils servaient quotidiennement dans leurs échoppes. Les conversations restaient polies mais jamais intimes. On échangeait des nouvelles du quartier sans jamais franchir la barrière invisible qui séparait clients et vendeurs. Cette retenue créait paradoxalement plus de chaleur humaine que la fausse familiarité moderne, respect mutuel qui embellissait les relations commerciales de voisinage. Les enfants accompagnant leurs mères aux courses apprenaient ces codes de politesse urbaine qui transformaient chaque achat en leçon de savoir-vivre pratique. Cette courtoisie et de proximité tissait des liens solides entre habitants et commerçants qui se connaissaient depuis des décennies sans jamais se tutoyer. La grande distribution standardise ces rapports humains,
Les caissières anonymes remplacent les boutiquiers qui connaissaient chaque client par son nom. Attendre l'invitation express avant de s'asseoir. S'installer dans un fauteuil sans y être convié formellement constituait une impolitesse majeure qui choquait profondément les maîtresses de maison attentives au protocole. Cette règle de bienséance préservait la hiérarchie domestique, seuls les hôtes décidaient de la répartition de leurs invités selon des critères subtils de préséance. Les salons bourgeois des années 60 voyaient évoluer ces ballets d'installation où chacun attendait patiemment son assignation à résidence temporaire. Madame désignait gracieusement le siège destiné à chaque visiteur, orchestrant savamment la géographie sociale de sa réception selon des règles complexes mais immuables. Cette chorégraphie de l'hospitalité française impressionnait les étrangers qui découvraient ces raffinements hexagonaux dans toute leur sophistication protocolaire. Les enfants observaient ces rituels adultes en attendant sagement debout qu'on leur accorde le privilège de rejoindre un petit tabouret à leur taille. La décontraction moderne autorise chacun à choisir sa place librement, spontanéité qui horrifie encore les derniers regardiens de ces traditions d'accueil si françaises. Quelle règle de politesse vous manque le plus parmi ces 15 trésors de savoir-vivre français ? Partagez vos souvenirs de cette époque où la courtoisie transformait chaque rencontre en moment de grâce raffiné. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si ces codes d'autrefois ont réveillé votre nostalgie d'une France plus élégante. Abonnez-vous pour redécouvrir d'autres pans oubliés de notre patrimoine culturel français si précieux.